Je reprends avec le temps du pâturage. Donc on en a parlé déjà tout à l'heure. J'avais expliqué l'importance du temps de pâturage puisqu'on voit que dans les cas confirmés, en général, c'est une très grande majorité, était plus de 6 heures en pâture. Donc pour le moment, c'est une information qui reste vraie. C'est peut-être quelque chose qui va changer si la toxicité des prairies continue à potentiellement augmenter puisque la maladie est émergente, mais en tout cas, c'est toujours vrai. Par contre, je profite d'une question qui m'a été posée et qui est en lien avec le temps de pâturage et l'utilisation des pâtures, c'est que beaucoup de personnes se sentent protégées par le fait que leur cheval est dans une pâture où il y a des chevaux depuis toujours, avec des érables qui sont là depuis toujours, et il n'y a jamais eu de problème. Et donc, mon but n'est pas que de vous faire peur, hein, on est bien d'accord, mais il faut quand même savoir que, en fait, 80% des cas sont apparus dans une prairie où il n'y avait jamais eu de mortalité et certainement pas de myopathie atypique. Donc voilà, il y a toujours un premier cas. C'est une maladie émergente et malheureusement, on ne peut pas se réconforter en se disant qu'il y a toujours eu des chevaux sur cette prairie-là sans jamais avoir eu de cas. Donc maintenant, je vais répondre à une autre question qui a été posée au-delà des écrans. D'autres espèces peuvent-elles souffrir de cette intoxication environnementale et bien sûr, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'éventuellement on peut faire pâturer des ruminants pour essayer de nettoyer les pâtures. Et donc j'ai une réponse partielle à cette question. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que oui, des ruminants peuvent mourir d'intoxication à l'hypoglycina, puisque ici c'est une collaboration avec un zoo allemand. Et une personne m'avait contacté parce que elle étudiait la mortalité des cerfs du père David depuis plusieurs années. Ils mouraient de façon régulière. C'est une espèce qui est protégée. Ils sont tous morts, donc ils n'ont pas été malheureusement bien protégés dans cet environnement-là. Et donc, en fait, on retrouve de l'hypoglycina et son métabolite toxique dans le sang de ces animaux-là. Et il y a eu d'autres cas, ce sont des données qui ne sont pas publiées, celles-ci sont publiées, mais il y a encore eu d'autres cas dans lesquels l'érable sycomore est clairement incriminé. Donc voilà, alors en ce qui concerne les autres ruminants, on a déjà eu des suspicions, et donc ça fait partie des études que l'on mène actuellement. Donc dans les mortalités de ruminants de cause inconnue, eh bien, en collaboration avec l'ARCIA en Belgique, on essaye d'aller plus loin dans le diagnostic et notamment de doser l'hypoglycina et le métabolite toxique pour voir ce qu'il en est. Donc, je pense qu'on peut se dire que peut-être que les ruminants ne sont pas aussi sensibles, mais de nouveau, c'est peut-être une question de dose aussi. Et si les conditions sont de plus en plus favorables à la toxicité des érables, peut-être qu'à terme, ce seront aussi des espèces cibles. Alors, je vous montre comment ça se passe, en fait, une alerte. Donc, vous avez ici la carte de l'Europe et les points qui vont s'allumer correspondent, en fait, à un cas. Et donc, les points s'allument par jour. Donc, c'est chaque jour. Et donc, vous pouvez voir que quand un cas commence, en fait, après, ils se mettent à pleuvoir un petit peu partout. Et d'où, en fait, l'idée des alertes. Alerte qui est basée sur la déclaration des cas. Et alors là, je vois un vétérinaire que je ne regarderai pas, qui baisse la tête parce qu'il m'a avoué qu'il avait eu 10 cas et qu'il n'en avait pas déclaré un seul cette année. Mais à la décharge de tout le monde, je sais que déclarer, ça prend du temps, c'est lourd, c'est plusieurs pages. Mais s'il vous plaît, faites-le. Si en tant que vétérinaire, parce que c'est vrai que les cas, ils arrivent de partout et vous êtes absolument surchargé,
encourager, en tout cas au moins les propriétaires à le faire, c'est déjà une première source d'information. Si ce n'est que les questionnaires sont différents, donc les informations que l'on demande aux vétérinaires et aux propriétaires ne sont pas les mêmes, et souvent sur base des déclarations des propriétaires, on n'a pas assez d'éléments pour aller vraiment dans le diagnostic. Mais au moins, ça alimente les alertes et c'est vraiment essentiel. Et alors, c'est bien de lancer des alertes, mais encore faut-il les arrêter. Et j'ai souvent des questions où on me demande quand est-ce que ça va finir. Et alors, je dis attendez, je prends ma boule magique, je regarde. Donc ça, c'est vraiment une question à laquelle je ne peux pas répondre. Et pour y répondre, moi, j'ai besoin des données du terrain. Parce que dans les faits, voilà comment ça se passe. Donc si on regarde les cas à l'automne 2016, où l'alerte a été relativement longue, puisqu'elle a commencé fin septembre et jusqu'en janvier, il y a eu des cas qui ont été déclarés. Mais quand on regarde, donc ça c'est semaine par semaine, quand on regarde le nombre de déclarations, c'est pas la date de déclaration, c'est la date de l'émergence du cas, donc de l'apparition des signes cliniques. Mais vous voyez que en fait, ça suit quand même une courbe. Hein. Donc c'est clair que j'essaie de ne pas lancer les alertes trop tôt, mais une fois que j'ai quand même plusieurs déclarations, ben, je me dois de vous relayer l'information. Et puis, à un moment donné, vous voyez que le chiffre augmente très très fort. Ben, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ici, ce sont des cas autonomes. Et on a eu, dans les jours précédents, des rafales de vent et des pluies violentes. Donc voilà, le lien est assez évident. Ça met les samards au sol et donc à disposition des animaux. Et puis, les cas diminuent. Et alors, j'ai des questions qui montrent qu'il y a un peu une confusion avec l'effet du gel. Parfois, il y a des personnes qui disent « mais il a gelé un coup, donc les séries cliniques sont terminées », parce que j'ai entendu que c'était influencé par ça. En fait, c'est un raccourci. Donc, je pense que quand il gèle, les premiers jours de gel sont plutôt même un facteur prédisposant à l'apparition de cas, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le gel est aussi quelque chose qui fait tomber les samards, et d'autre part parce que c'est une demande énergétique supplémentaire pour le cheval qui est à la pâture. Donc en général, les premiers jours de gel s'accompagnent plutôt d'une augmentation du nombre de cas. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, en hiver, les cas s'arrêtent. Et dans les premiers cas, on voyait que après plusieurs jours de gel importants, les séries cliniques avaient tendance à s'arrêter. Et bon, ben, quand il a neigé, ben là, probablement par accès supprimé à la source, il n'y a plus de cas. Il faut savoir aussi, parce que quand on récolte des samards sur le terrain, quand il a gelé, elles adhèrent vraiment très très fort au sol, les samards. Donc ça peut être aussi simplement mécaniquement une raison pour laquelle les animaux ne prélèvent plus de samards. Donc, ce qu'il y a donc ce système d'alerte, il est essentiel à ce stade-ci, mais il souffre évidemment de l'inertie inhérente au système et du taux de déclaration faible. Je rigole. Mais c'est vrai que on sait bien que c'est 10 à 20% des cas, enfin 10, donc vous voyez, donc 2700 cas, on est plus de 10 000 cas, mais on a besoin de ces infos parce que c'est ces déclarations-là qui génèrent les alertes et qui permettent aux autres de prendre les mesures. Donc c'est pas anticipatif, et or c'est une maladie qui a un caractère fulgurant. Donc ça veut dire que quand les alertes sont lancées, vos chevaux, vos ânes, vos zèbres sont déjà soumis au risque. Et donc il y a un rôle essentiel des conditions climatiques dans la toxicité des érables, hein, ça c'est clair. Et donc là, hein, je reparle des pâtures à risque, hein, dont je vous disais, la maladie, elle était émergente, des pâtures pour lesquelles il n'y avait pas de cas. Maintenant, il y a des cas, donc on ne peut pas considérer qu'il n'y a pas de risque. S'il y a des érables, il y a du risque, point.
Et donc, je réinsiste sur le fait que ce n'est pas une maladie du cheval mal géré. Il y a des chevaux en parfaite santé, parfaitement bien gérés, qui souffrent de myopathie atypique. Et bien sûr, il venait aussi de derrière les écrans la question de la cause de l'émergence de la maladie, hein, puisque la maladie n'était pas reconnue avant 2000 en Belgique et 2002 en France. Alors se pose évidemment le lien éventuel avec le fameux réchauffement climatique. Je ne vais pas apporter la réponse, hein, je vous le dis, mais bon, voilà, en tout cas, on peut se poser la question. Et ici, quand on regarde en fait la distribution des cas, hein, ce sont les petits points rouges, et la distribution des érables sycomores, ben forcément, il y a un parallélisme. Et donc, l'érable est présent depuis l'âge de glace en Europe, et la maladie est émergente maintenant. Maintenant, est-ce que c'est parce que... bon, d'abord, il y a des régions où il a été fortement implanté. Par exemple, en région Wallonne, chez nous, c'était la 5e espèce forestière. Il y a quelques années, c'est passé à la 4e. Donc, forcément, ça veut dire qu'il y a une pression toxique sur le terrain qui est plus importante. Hein. S'il y a un seuil toxique au-delà duquel les chevaux présentent la maladie, donc on a peut-être simplement une pression toxique plus importante, mais peut-être aussi des conditions climatiques qui sont plus propices à l'émergence de la toxicité. Donc ça, on va l'étudier sur les cas belges, parce que c'est plus facile pour avoir la documentation avec l'Institut météorologique. On collabore avec l'Institut de géographie, et il y a des stations météorologiques dans de nombreux endroits, et on va avoir toutes les données climatiques, et donc on va mettre en lien l'émergence des cas avec les conditions climatiques telles qu'elles ont été enregistrées, et ça pour les 10 dernières années. Et donc de nouveau, d'où l'importance de recenser les cas et de donner l'information la plus pertinente possible, et notamment la date d'apparition des premiers signes cliniques, parce que ce qui se passe au niveau de la météo, c'est des jours, des semaines, éventuellement avant. Donc il va falloir qu'on intègre tout ça. L'idée étant de faire une météo du risque, hein, donc de pouvoir avoir des alertes qui sont plus anticipatives et pas seulement basées sur l'enregistrement des cas. Donc, je fais des petits rappels encore maintenant. Donc, toxines dans les samars, dans les platules, donc bien mis en gras, peut affecter tous les types d'équidés, chevaux de trait, poneys, ânes, mulets, zèbres, sans avoir de prédisposition liée au type d'équidé, ni à une race, pour l'instant en tout cas. D'autres espèces pourraient en souffrir, hein, donc avant d'utiliser les ruminants pour nettoyer une prairie, eh bien, il faut qu'on aille un petit peu plus loin dans l'information. Et donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est que la dose toxique est inconnue et que le risque semble varier d'un animal à l'autre. Je vais redonner un petit mot là-dessus. Et donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de diminuer le risque. Je pense que c'est ça l'outil, parce qu'on n'a pas d'antidote. On parlera un petit peu de traitement, mais vous allez peut-être un peu déçus. Et donc, de nouveau, la nécessité de déclarer des cas. Alors, pas de planture, pas de samar, pas de myopathie atypique. Ça, le raccourci est assez facile, mais il faut quand même respecter la législation, et il faut privilégier le dialogue avec les propriétaires d'érables. Ne pas faire comme certaines personnes font, profiter que le voisin est parti en vacances pour aller tronçonner l'érable. C'est du véridique, parfois même dramatique, hein, quand c'est une zone classée avec des magnifiques érables et que hop, le voisin coupe tous les érables quand le voisin... Donc ça, c'est des procès, évidemment. Mais à un moment donné, la législation va peut-être s'en mêler, parce que qui est responsable de quoi, c'est assez compliqué.
Et alors, c'est pas la diète fin, vous savez, le bonheur est dans le prix, les amarres et les plantules aussi, mais je voulais quand même vous montrer ces photos-là, hein, des photos de survivants, avant de vous montrer les chevaux qui sont malades. Donc il y a quand même des survivants. Et le poulain que vous voyez là est un poulain né d'une mère survivante de la myopathie atypique. Donc elle a été gestante quand elle a souffert de myopathie atypique. Ceci dit, dans la littérature, on trouve quand même un poulain qui a développé les signes de myopathie atypique avec dosage de la toxine à la naissance. Donc, est-ce qu'il y aurait eu un passage transplacentaire? Est-ce qu'éventuellement ça passe par le lait? On a eu 2 juments avec poulains qui ont qui ont été dans une prairie où il y avait de la myopathie atypique et on a pris du lait. Donc, on va regarder un petit peu si il y a de l'hypoglycina dans le lait ou pas. Alors, les vétérinaires aussi ont beaucoup de questions et donc on va répondre à quelques-unes. Oui. Juste le micro, là. Juste pour les chevaux qui ont eu la myopathie, qu'est-ce qui a été mis en place pour les récupérer derrière? Qu'est-ce qui a été mis? Ben, ça, on va parler des traitements. Par contre, l'information qu'il nous manque, et c'est qu'est-ce qu'on doit mettre en place une fois qu'ils ont récupéré pour la partie vraiment clinique, en ce qui concerne la remise éventuelle à l'exercice. Je vais avoir des réponses partielles parce que, bon, souvent, c'est des jeunes chevaux déjà qui font la myopathie atypique, donc ce n'est pas forcément des chevaux qui sont au travail. Mais néanmoins, parfois, ce sont des chevaux au travail. Donc, c'est quand même une myopathie, maintenant qui ne touche pas les muscles locomoteurs. Ça, je vais en reparler après. Donc, est-ce qu'il y a une remise à l'effort à programmer? Probablement. Mais là, je manque d'informations. Donc, on va aller enquêter sur les survivants pour voir quelle a été la pratique et quels ont été les résultats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu des survivants qui ont été malades quand ils avaient 3 ans et demi, donc au début du débourrage. Et c'était une écurie avec des chevaux de grande valeur. Et il y en a 3 qui sont morts, il y en a un qui a survécu et il a été en international. Donc ça, c'est quand même plutôt positif en termes de séquelles. Mais il y a quand même des informations qui reviennent parfois du terrain où on parle de séquelles. Donc ça, je pense qu'on doit aller plus loin dans la question. Alors, la première chose, bien sûr, c'est de confirmer le diagnostic de myopathie atypique. Donc comment? Et on va utiliser les outils qu'on a à notre disposition. Hein. C'est bien sûr l'historique, hein, conditions d'apparition, etc. Les signes cliniques hein, qui participent au diagnostic. Quels tests complémentaires est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre? Et sur base de ces différents éléments-là, on retravaille à la classification des cas. Ben, on va avoir des cas qui sont HP, c'est-à-dire hautement probable, P probable, FP faiblement probable. On peut avoir des autres diagnostics ou des cas confirmés et on va voir un peu comment on aboutit à cette confirmation. Alors, jusqu'à preuve du contraire et espérons que ça dure, la myopathie atypique des équidés au pré est une maladie associée à la pâture. Donc on a jusqu'à présent jamais confirmé de myopathie atypique chez un cheval qui était gardé 100% au box. Bon, la question pourrait se poser puisqu'on sait que le foie peut éventuellement être toxique. Donc même s'il est toxique et même s'il était donné, a priori, c'est peut-être pas de façon suffisante que pour générer une myopathie atypique. Donc ça reste une maladie du cheval ayant accès à la pâture, hein, comme dit précédemment. Alors, bon, ben, dans les conditions pour considérer ce diagnostic-là, c'est donc d'être à la pâture au début des signes cliniques ou au moins dans les jours précédents, pendant les saisons à risque, l'automne et le printemps, tout en sachant, hein, c'est automne-hiver, printemps-été, donc voilà. En période d'alerte, pâturage, surtout si le cheval est en pâture à temps plein, surtout s'il est dans une pâture particulièrement à risque,
et si on a affaire à des chevaux particulièrement à risque. Et alors les chevaux particulièrement à risque, de nouveau, ce sont des facteurs de risque identifiés avant de connaître la cause. C'est notamment les jeunes chevaux, les chevaux inactifs et les chevaux obèses, même si on ne peut pas recommander l'obésité comme prévention de la myopathie atypique. Ça génère d'autres problèmes. Et donc ici, voilà une illustration de la distribution des âges des cas. Vous voyez le nombre de chevaux à l'automne 2006 et leur âge en abscisse. Donc une majorité de jeunes chevaux, donc de moins de 3 ans. Et donc ça a été vraiment identifié comme un facteur de risque en comparant la population des chevaux malades avec leurs compagnons de pâture et avec aussi des chevaux contrôle. Donc ça, c'est une étude qui a été faite sur plus de 300 cas contrôle. C'était fait en Belgique. Par contre, il y a aussi des vieux chevaux qui souffrent de myopathie atypique. Donc, en fait, quel que soit l'âge de votre cheval, potentiellement, il peut souffrir de la maladie, mais proportionnellement, on aura plus souvent des jeunes. Donc, vous est représenté un cheval obèse et un cheval jeune. Donc, c'est quand même fort intéressant de remarquer que dans une prairie, dans un groupe de chevaux, tout le monde ne va pas tomber malade. Or, ils sont potentiellement soumis tous au même risque. Et donc, on a vu les jeunes chevaux qui sont plus à risque, les gros chevaux qui sont moins à risque. Mais se pose quand même la question de la résistance individuelle et on l'étudie entre autres via l'intermédiaire du microbiote fécal qui pourrait éventuellement jouer un rôle dans cette résistance. Donc, à chaque fois qu'on a un cas, on prend bien sûr des prises de sang et des matières fécales du cas, mais aussi des compagnons de pâture. Ce sont des études qui sont en cours. Et alors, on a un modèle expérimental aussi qui s'appelle le SHIME. Donc, c'est un système gastro-intestinal qui mime les différentes parties du système digestif. Et donc là, on va un peu voir les populations bactériennes, comment elles sont influencées par l'ajout de toxines. Donc il y a un doctorat qui se fait là-dessus. C'est un modèle qui n'est pas encore validé pour le cheval et évidemment, on va le faire dans le cas de la myopathie atypique, mais à terme, c'est aussi intéressant pour les antibiotiques et pour les probiotiques, enfin tout ce qu'on peut imaginez, nous évidemment on a envie d'empêcher l'absorption de l'hypoglycina, de favoriser sa dégradation, etc. Alors les signes cliniques, donc je vous disais jusqu'à présent en tout cas on n'a pas d'évidence de signes d'aspect chronique, ça reste une maladie un peu à caractère fulgurant. Et d'ailleurs, souvent, les cas qui étaient un peu douteux comme ça, avec les examens complémentaires, on est abouti à un autre diagnostic. Alors, bon, si on a un cheval qui a accès à la pâture qui a des signes de myopathie aiguë, le diagnostic provisoire, ou probable en tout cas, c'est la myopathie atypique. Surtout s'il est dans un milieu riche en plantules ou en samar. Et alors, revenons-en peut-être aux signes cliniques, dont je vais vous montrer quelques vidéos. Donc, comme c'est une destruction des muscles, vous allez avoir un pigment qui est dans les muscles qui va se retrouver dans l'urine et ça va donner ce qu'on appelle de la pigmenturine. On va avoir des urines qui sont foncées. C'est une maladie qui atteint les muscles, notamment de la posture, donc il va y avoir de la faiblesse musculaire, de la raideur. Le cheval va être abattu, couché, pas toujours, mais souvent. Il peut y avoir des tremblements musculaires, de la transpiration. Alors, ce qui est toujours particulier, c'est que ces chevaux qui sont en déficit énergétique, eh bien, veulent manger. Donc ça, c'est une image assez caractéristique du cheval en myopathie atypique qui essaye de grappiller le foin à proximité.
Signe clinique qui fait penser au propriétaire que le cheval se bat pour survivre, mais malheureusement, ça ne signe absolument aucun pronostic. Ça montre à l'inverse que le cheval ne sait pas utiliser et que, entre guillemets, il crève de faim. Et alors, ici, c'est un cathéter qui est mis dans la vessie, parce que parfois, ils ont des difficultés pour uriner, les chevaux. Et donc, vous voyez la couleur café de l'urine. Hein. Ce n'est pas du sang, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est vraiment de l'urine. Et voici ici, à gauche, l'urine d'un cheval sain et à droite, l'urine d'un cheval souffrant de myopathie atypique. Donc, si dans ce tableau clinique-là, on a de l'urine, eh bien, nous, on classe alors nos cas en hautement probables. Parce que même en myopathie d'exercice, vous avez rarement des urines aussi foncées. C'est pas arrivé, mais c'est déjà moins fréquent. Alors, là, je ne vais absolument pas parler de ça. Je rassure les personnes suivantes, mais l'intoxication par les glands fait partie du diagnostic différentiel, mais vous saurez tout tout à l'heure. Alors, bien sûr, dans les dosages sanguins, on peut demander l'activité des enzymes musculaires. À partir du moment où les muscles sont détruits, eh bien, il va y avoir une augmentation des enzymes, de l'activité des enzymes musculaires dans le sang, qui est généralement assez élevée. Et donc ça nous aide à classer les cas en hautement probables. Et c'est des chiffres assez impressionnants. Hein. Je veux dire, c'est largement au-dessus de 10 000 unités internationales par litre, hein, alors que la norme, c'est en dessous de 200. Donc là, ça, c'est vraiment... ça signe la destruction musculaire massive. Et alors, est-ce que il y a une indication en ce qui concerne le pronostic de survie avec le taux d'enzymes? Bien, vous voyez ici deux graphiques. À gauche, c'est les survivants. À droite, c'est ceux qui sont décédés. La moyenne, effectivement, hein, est un peu plus basse chez les survivants. Mais si vous prenez une valeur individuellement, vous ne savez pas dire à quel groupe appartient à votre cheval. Nous, on a des chevaux qui sont morts, ils n'avaient que 15 000 unités internationales par litre. Et on a celui qui a un de notre record en survivant, c'est 7 millions. Donc, vous voyez, ce n'est pas sur base d'une valeur ponctuelle que vous pouvez pronostiquer la survie. Si par contre les enzymes musculaires sont dans les normes, eh bien alors il faut penser à un autre diagnostic que celui de la myopathie atypique. Il est faiblement probable. Voilà, là on est dans des probabilités. Comment est-ce qu'on va le confirmer? Eh bien, avant, on se basait essentiellement sur l'histologie, hein, où on voit quand on prélève au bon endroit, parce que comme vous voyez sur cette coupe-là, le muscle est détruit, mais pas de façon homogène. Donc, vous pouvez encore faire une biopsie dans un muscle qui n'est pas atteint. Donc voilà, donc, avant de connaître la cause, on disait que le cas était confirmé quand on avait des lésions histologiques compatibles avec celles rencontrées en myopathie atypique. Et si on ne trouvait pas, on disait que le diagnostic était probablement autre chose, tout en sachant qu'on avait probablement des faux négatifs et des faux positifs aussi, parce qu'un cheval qui reste couché sur le côté, si on a prélevé là où il est resté couché, il peut aussi avoir des destructions musculaires. Hein. Donc à l'autopsie, vous voyez une courbe du cœur, les muscles intercostaux et un muscle de l'avant-main. Eh bien, vous voyez en fait, quand vous avez de la chance, des décolorations musculaires qui correspondent à des zones de nécrose. Ça, c'est assez curieux, mais depuis ces 15 dernières années, l'image à l'autopsie a quand même varié. Souvent, on ouvre le cadavre et on ne voit rien. On ne voit pas de décoloration, et donc forcément, alors on prélève dans le muscle à l'aveugle et on peut avoir des faux positifs. Alors, je vous remonte ce schéma-ci. Ça, c'est un schéma des fibres musculaires. Donc,
le muscle n'est pas quelque chose qui est homogène, constitué de fibres de différents types. Il y a des fibres lentes et des fibres rapides qui ont des métabolismes différents. Donc certains utilisent préférentiellement les lipides, d'autres les glucides. Et donc, en fait, la distinction se fait notamment au niveau des muscles posturaux et respiratoires. Donc les muscles qui travaillent en continu, on va surtout avoir des fibres de type lente, et les muscles locomoteurs, un plus grand pourcentage de fibres rapides. Et quand on regarde les coupes histologiques des cas, avec des colorations particulières, donc ça, c'est pas des colorations qu'on fait en routine, et c'est pas des colorations qu'on sait faire sur des muscles qui ont été prélevés dans du formol. Eh bien, quand on regarde ça sur les chevaux souffrant de myopathie atypique, on voit que c'est surtout les fibres à métabolisme lent qui sont touchées, et on voit sur l'image de droite qu'il y a une accumulation de lipides. Donc ça a été des étapes importantes dans la découverte de la cause, puisqu'à un moment donné, il a fallu chercher une toxine qui engendrait ce type de lésion préférentielle. Et donc, la résultante de ça, c'est que, en fait, grossièrement, le mécanisme pathologique associé à la myopathie atypique, c'est une incapacité qu'ont les muscles à utiliser les lipides comme substrat énergétique, mais par contre, ils sont toujours capables d'utiliser leur sucre. Et ça, c'est parce que l'hypoglycina est transformé en un métabolite toxique qu'on appelle le MCPA. Donc, on a vraiment un déséquilibre énergétique. C'est comme je vous le disais tout à l'heure. Le cheval meurt de faim alors qu'il est bourré de lipides. Et vous pouvez d'ailleurs voir parfois de l'hyperlipémie vraiment très marquée au niveau du sérum ou du plasma, qui est vraiment opalescent. Donc, quelque part, les substrats énergétiques sont là, mais c'est tout simplement pas utiliser ceux-là. Alors, vu qu'il ne sait pas utiliser ces lipides, pas complètement en tout cas, donc va progressivement s'accumuler dans le sang des intermédiaires de ce métabolisme. Donc le muscle essaye quand même, et puis il n'y arrive pas, et il reste des fractions, je vais dire, de ce métabolisme qui s'accumulent. Et ça, c'est ce qu'on appelle les acylcarnitines, et donc on les a dosés. On peut en doser toute une série. Alors il y a des acylcarnitines à courte, moyenne et longue chaîne. On ne rentre pas trop dans les détails, mais bon, voilà, c'est quand même intéressant parce qu'ils sont vraiment fortement modifiés dans une prise de sang. Quand on regarde ça, c'est vraiment très impressionnant les modifications que l'on observe. Et on sait que les acylcarnitines, certaines sont toxiques en plus. Donc ces produits d'intermédiaires peuvent être éventuellement toxiques pour le cœur. Et donc on a essayé de regarder si on trouvait dans ces acylcarnitines, peut-être certaines qui pouvaient nous aider à établir le pronostic de survie, ou en tout cas, dans un premier temps, le diagnostic, puisque, attendez, je remonte celui-là. Donc, vous voyez le groupe des chevaux myopathie atypique et les groupes sains. Donc, ces acylcarnitines sont vraiment importantes pour confirmer le diagnostic. Donc, maintenant, on utilise cet outil-là aussi pour le confirmer. Alors, ça, c'est un résumé que vous pouvez trouver dans la littérature qui reprend un petit peu les différentes étapes clés pour le diagnostic, que ce soit dans l'anamnèse, les signes cliniques, etc. Vous pouvez demander, c'est dans une pratique qui a été publiée, donc vous pouvez la voir par cette voie-là. Et donc, la littérature que nous sortons, elle est aussi disponible via le site de l'Université de Liège. Donc, si vous faites une demande via le site qui s'appelle Orbi, ben, vous pouvez avoir des versions de tout ça. Et si vous devez faire la demande, et je réponds toujours positivement, je vous rassure, mais ça doit passer obligatoirement par une demande. Et donc, évidemment, quel est le pronostic de survie? Ça, c'est vraiment important parce qu'on se retrouve dans des situations extrêmement difficiles. Et je vais l'illustrer tout de suite par celle-là. Je ne sais pas qui a vu ce reportage-là.
Vous avez vu ça? Non, personne n'a vu ce reportage-là. Et ça, c'est la réalité de la myopathie atypique, hein. C'est à l'automne, il fait froid, c'est les premières gelées, il fait humide, et on se retrouve avec un cheval qui est couché, qui ne sait plus se relever. Ici, bon, il est dans la boue, mais c'est souvent comme ça, hein, à l'approche des abris. Ça ne veut pas encore dire que le cheval est mal soigné. Ça veut dire, voilà, il y a des zones toujours parfois difficiles, où parfois il va tomber dans le fin fond de la prairie à proximité de la rivière. Et donc, ben voilà, les personnes ont fait ce qu'elles pouvaient pour le sortir du milieu, parce que les conditions là n'étaient vraiment pas favorables à le traiter sur place. Quand vous avez une myopathie atypique, et ça je reviendrai après brièvement là-dessus, ça reste des soins intensifs qu'on ne sait pas forcément donner sur le terrain. Donc voilà, je vais continuer parce que c'est pas très réjouissant. Ils ont Dominique, oui. Excuse-moi, j'ai une question ici. Une dame qui demande, en termes de signes cliniques, tu n'as pas parlé de la température, enfin d'une éventuelle hypothermie. Oui. Et de la coloration des muqueuses aussi. Et du coup, voilà. Oui, donc la coloration des muqueuses, je vais l'illustrer un petit peu plus loin, mais je passe peut-être. Hein. Et donc, l'hypothermie, donc ça c'est variable en fait. Les premiers cas, ils étaient fortement hypothermiques, mais les premiers cas étaient je parle des premiers cas historiquement, étaient essentiellement à l'automne. Et comme on a un cheval qui est couché, qui ne bouge pas dans des conditions froides et humides, on a eu des hypothermies parfois extrêmement sévères. Et maintenant, on a de tout. Et on a même parfois des chevaux avec un petit peu de température, mais c'est généralement fugace. Donc voilà, donc c'est une maladie quand même, c'est pour ça que les données nous intéressent, parce qu'il y a quand même quelques subtilités qui varient d'un moment à l'autre. Alors il est légitime évidemment de se demander si le taux d'hypoglycine 1 détermine le pronostic de survie. Hein, donc là, c'est deux groupes de chevaux, hein, les survivants à gauche et les décédés à droite. Ben, vous voyez qu'on peut avoir des variations très très importantes du taux d'hypoglycine A, donc c'est difficile de pronostiquer là-dessus. Mais je passe tout de suite parce que Eric continuera à parler de ça un petit peu. Je vais quand même vous montrer Pégase. Ce cheval-là, en fait, c'est dans les prairies que l'on suit. Il a vécu toute sa vie dans cette prairie-là. Et j'ai demandé au propriétaire si je pouvais faire une prise de sang, parce que je me tracassais évidemment pour son cheval. Et en fait, il avait des paramètres biochimiques absolument parfaits. C'est un vieux cheval, mais parfait. Et un taux d'hypoglycine 1 extrêmement élevé, comme vous pouvez le voir. Donc, l'hypoglycine 1, à partir du moment où votre cheval est sur un milieu contaminé, il peut avoir de l'hypoglycine 1, enfin, il aura de l'hypoglycine 1, je pense, dans le sang. Maintenant, c'est pas l'hypoglycine 1 qui est vraiment toxique, c'est son métabolite. Et là, on va comparer le taux de MCPA chez les survivants et chez les morts pour voir si il y a un facteur pronostic. Donc là, les analyses sont en cours, puisque malheureusement, on a beaucoup de cas, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de prises de sang à analyser. Donc je ne vous ai toujours pas répondu comment établir le pronostic de survie. Ben, je reviens à ces fameuses acylcarnitines qui sont à la fois un témoin, mais aussi un acteur potentiel dans la maladie. Et en regardant plus près, on voit en fait qu'il y a quand même moyen de bien différencier les groupes des survivants. Donc là, on en a sélectionné 3, celles pour lesquelles on avait la meilleure discrimination entre les groupes des survivants et les groupes de décédés. Et sur base de ça, on s'est dit qu'on pourrait peut-être calculer un pronostic de survie. On avait 45 chevaux contrôle, donc des chevaux en boxe, donc aucune chance d'avoir la myopathie atypique. Et un groupe de survivants, 11, et un groupe de décédés, 40. Alors, il faut savoir que ces prises de sang ont été effectuées avant tout traitement.
Donc c'est la première prise de sang qu'on a réussi à avoir sur ces chevaux-là, avec des temps variables entre le début des signes cliniques et la maladie. Et donc grâce à une statisticienne, on calcule un pronostic de survie qui est plus ou moins de 100% chez les chevaux contrôle. Hein. On n'est jamais sûr de vivre toute la journée, mais donc voilà, 100% quasi. Et puis, nos survivants avaient un pronostic de survie de 60%, et ceux qui ont décédé, eh bien, n'avaient une chance de survie sur base de ce calcul-là que de 10%. Alors voilà ici quelques exemples. Donc c'est deux chevaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais je vous promets que c'est deux différents, avec des pronostics de survie qui ont été calculés a posteriori, puisque ça c'est une étude qui a été faite alors que les cas étaient entre guillemets déjà pliés. Et donc voilà, tous les deux avaient un pronostic de survie assez faible. Et effectivement, celui de gauche, il a été euthanasié. Donc on discute d'euthanasie avec les propriétaires quand on a une dégradation vraiment franche, notamment la respiration qui devient plus laborieuse, ou s'il y a des signes de souffrance très marqués. Et l'autre, hein, que vous avez vu de nouveau manger, eh bien, en fait, il est décédé au jour 1. Donc, vous voyez, le cheval mange, on pourrait penser que ça va aller. Et donc, le sang nous avait permis donc, de calculer ce pronostic de survie. Alors, ici, je ne sais pas pourquoi celui-là ne veut pas. Oh, ah, voilà. Donc ici, deux chevaux hein, avec des pronostics de survie fort différents, et pourtant une symptomatologie assez identique. Hein, vous voyez, donc c'est une vidéo, hein, et le cheval respire. Et ici, la vidéo ne fonctionne pas, mais voilà, c'est un peu la même symptomatologie. Un avec un pronostic... ça marche? Oui? Ah oui, ça marche. Et donc voilà. Là, ça nous aide vraiment, évidemment, la prise de sang. Bon, celui de gauche, c'est vraiment extrêmement décevant et très dur pour l'équipe, évidemment, hein, parce que c'est très difficile de prédire la survie sur base des signes cliniques, et on ne peut pas s'empêcher d'avoir de l'espoir, même si maintenant, avec le nombre de cas qu'on a vus, on devrait quand même se dire que, bon, allez, on peut rien parier. Les 3 premiers jours sont vraiment critiques. Une fois qu'on passe les 3 jours, si il y a eu une amélioration, alors on peut reprendre un peu espoir. Mais tant qu'on n'a pas passé 3 jours, parce que vous voyez ce cheval-là à gauche, et je ne vais pas aller trop loin de nouveau de la vidéo, en une demi-heure, ça n'a plus été. Et ça s'est passé alors qu'on était en train de filmer. Donc voilà, par respect, on va passer à autre chose, mais toujours très difficile pour les vétérinaires de pronostiquer les cas. Donc, les outils d'intérêt. Eh bien, donc la détection de l'hypoglycémie dans les échantillons végétaux nous prouve qu'il y a un risque. Dans le sang, ça nous prouve que les animaux ont été exposés. Si on détecte le métabolite toxique, on considère que c'est la preuve de l'intoxication. C'est ça qui explique les signes cliniques que l'on observe. Et le pronostic de survie, eh bien, on va plutôt l'établir à partir du dosage sanguin de 3 acylcarnitine. Alors, je vais aller assez vite pour parler des dosages sanguins, où je vais proposer à mon ami Eric de prendre la parole, puisque évidemment la question subsidiaire, mais où doser les acylcarnitine et le MCPA en France, et je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents. Je tiens à remercier la magnifique présentation de Dominique.
Effectivement, donc, nous, on est côté laboratoire, donc analyse, recherche également. Pas facile pour moi de passer derrière Dominique avec son iconographie spectaculaire. Vous allez voir, la mienne est beaucoup moins fournie, mais on va pouvoir discuter. On va pouvoir discuter quand même. Ça marche pas bien? Non, c'est dommage. Donc effectivement, on va pouvoir parler voilà, de différentes analyses. Donc comme vous l'a dit Dominique, si on fait une prise de sang et donc qu'on regarde un profil complet de ce qu'on peut trouver, bien sûr, les enzymes musculaires, la créatine kinase, très élevée, Dominique vous l'a dit, au-delà de valeurs de 10 000, c'est quand même extrêmement évocateur. On atteint des valeurs parfois spectaculaires. Le calcium a été un élément dosé, intéressant, avec également, on y reviendra peut-être tout à l'heure, identifié à titre, j'allais dire, individuel, paramètre individuel, comme étant un élément indicateur du pronostic. Bon, différentes anomalies qui peuvent servir éventuellement Dominique va vous parler de ça, pour le traitement de soutien, etc. des chevaux. Donc, je vais passer rapidement sur ces paramètres-là. On va revenir sur ce dont on a déjà beaucoup parlé, donc l'hypoglycine, de MCPA et de ce qu'on peut en faire. Je ne suis pas botaniste du tout et je ne vais pas revenir sur très rapidement sur le dosage d'hypoglycine dans les végétaux, mais en tout cas, dans la bibliographie, donc les articles scientifiques publiés, que j'ai pu ressortir ces derniers jours. Alors à chaque fois, vous verrez, les dates sont... la souris ne marche même pas, en fait. Bon, il y a pas mal d'articles scientifiques qui sont très récents, entre 2014 et 2018. Donc, voilà, la recherche est en cours, pas mal de choses se font et on avance pas à pas. Quelque chose qui est très révélateur, vous le voyez sur la première pâture à droite, une grande variabilité des valeurs qu'on peut avoir dans une même pâture selon les endroits, à la même près, selon les endroits où on a où on a fait des prélèvements. Donc potentiellement en termes de sources, une grande variabilité. Sur la partie donc, droite de l'écran, les éléments qui sont en vert, c'était sur des prés, non pas des prés sur lesquels il y avait des chevaux avec des cas de myopathie atypique, mais des prés adjacents. Donc comme vous l'a dit Dominique, potentiellement, évidemment, ça peut aussi s'étendre. Dominique vous l'a dit, différents, bien sûr les SAMAR, les plantules, etc. Également peuvent être des sources toxiques, notamment au printemps. Petit bémol concernant le dosage d'hypoglycine dans les végétaux, c'est un facteur d'exposition. Retenez bien la dia précédente de Dominique avec l'élément d'exposition, donc de risque, d'exposition, présence d'éléments toxiques. Je pense que c'est vraiment une dichotomie extrêmement pertinente à retenir. Et donc, vous voyez donc, sur la dernière ligne ici, avec le fameux cheval 5, qui est le fameux Pégase dont vous avez entendu parler. Pégase qui, visiblement, s'est toujours très bien, cliniquement très bien comporté. Il était pourtant exposé, vous le voyez, à des concentrations d'hypoglycina fort raisonnables, si on en croit les valeurs observées et les doses potentiellement toxiques qui ont été suggérées. Voilà, comme vous l'a dit Dominique, donc différentes sources potentielles d'hypoglycine A et donc des valeurs très très élevées relevées d'hypoglycine A, relevées dans les prés justement où des chevaux avec myopathie atypique ont été identifiés. L'hypoglycine A comme facteur de risque, je pense que voilà, c'est un élément où absolument plus personne à ce jour n'a de doute quant à la cause de la myopathie atypique. On avait un tout petit peu calé nos présentations, mais néanmoins un certain nombre de dias se regroupent. Vous avez ici en version résumée, toute mon iconographie en fait est issue vraiment des publications scientifiques qui ont été publiées, ou celle-ci est soumise pour publication. On a bon espoir que ça arrive. C'est aussi pour montrer que
voilà, il y a des démarches scientifiques, il y a des travaux qui sont faits, parce qu'il y a quelques équipes dans le monde qui travaillent sur la myopathie atypique. Il y en a en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Bon, c'est aussi un moyen, voilà, d'échanger de l'information, de travailler, de progresser, de collaborer. Hein, donc c'était aussi une illustration là-dessus. Donc Dominique vous l'a très très bien dit tout à l'heure. Hein, donc l'évolution là sur ce printemps ici, l'évolution des concentrations d'hypoglycémia selon, au fil du temps, selon les types de prélèvements, avec voilà, un risque associé à l'eau, un risque associé aux feuilles. Donc en termes de sources, effectivement, les sources d'hypoglycémia sont diverses et variées. Retenez néanmoins, et Dominique vous l'a dit, je vais arrêter de dire Dominique vous l'a dit, je le dis tout le temps. Voilà, ce sont des facteurs de risque, bien sûr. Les chevaux sont atteints. Il y a aussi des compagnons de pâture qui ne le sont pas. Il y a des chevaux. Donc la mortalité est très élevée, mais en fait, la prévalence, elle, est un petit peu plus modérée. Il y a des chevaux qui survivent de ça, et on travaille aussi à essayer de savoir pourquoi. Donc c'est important de savoir pourquoi les chevaux sont malades. C'est aussi important de savoir pourquoi lui ne l'a pas été. Et est-ce qu'on peut, nous, collectivement, agir pour avoir plus de chevaux, au final, qui ne soient pas atteints du tout de la maladie. Donc, hypoglycine dans les végétaux, dans l'environnement. Qu'en est-il du dosage de l'hypoglycine dans le sang? Vous avez ici donc, les résultats d'une étude qui montre que les concentrations d'hypoglycémia qu'on retrouve dans le sang de chevaux atteints de myopathie atypique sont nettement supérieures, donc c'est la partie en haut, nettement supérieures aux valeurs d'hypoglycémia dans le sang de chevaux, de compagnons de pâture, donc de chevaux n'ayant pas exprimé quelque part, si je puis dire, la maladie. Vous voyez, il y a une dizaine de cas à chaque fois. C'est aussi important de se rappeler que au fil du temps, bien sûr, on accumule de nouveaux cas. Donc on peut travailler avec de plus grandes cohortes de chevaux. Malheureusement, comme vous le savez, une grande partie sont décédés, mais plus on augmente la cohorte, plus on peut avoir aussi des datas, des données pertinentes, statistiquement pertinentes. Donc au fil du temps, à chaque fois, on améliore les travaux, les résultats qu'on obtient. Et ça a été le cas tout à l'heure. Des fois, il y a des observations qui peuvent sembler un peu contradictoires. C'est pas que les précédentes opérations étaient mauvaises, c'était le cas, c'était comme ça au moment où ça a été observé, avec l'augmentation de données, avec l'évolution des méthodologies, on va y revenir sur les méthodologies de dosage, on est plus sensible, plus spécifique, donc il peut y avoir un petit peu d'évolution au fil du temps dans les travaux. Donc comme je vous l'ai dit, dans cette étude-là, on avait des différences significatives entre les chevaux atteints de myopathie atypique et leurs compagnons de pâture pour ce qui est du dosage d'hypoglycine A dans le sang. Une autre publication qui a été publiée montre également, alors les valeurs ne sont pas les mêmes, mais bon, il y a une histoire d'unité et puis éventuellement de méthodologie, mais donc visiblement des concentrations d'hypoglycine A supérieures dans le sang de chevaux atteints de myopathie atypique. Néanmoins, alors normalement j'ai dû... Voilà. Néanmoins, on retrouve notre fameux cheval numéro 5, notre fameux Pégase, qui avait dans le sang des valeurs, je vais dire, spectaculaires, si on en croit. Vous regardez la valeur moyenne de 5,47 pour les chevaux atteints de myopathie atypique. Lui, cliniquement, c'est toujours très bien porté. Il a des valeurs très, très élevées. Et si vous avez été très attentif sur les quelques dernières dias de Dominique, quand elle parlait de facteurs de risque, de pronostics, sur les vidéos qu'elle a montrées, il y avait aussi les dosages, les valeurs d'hypoglycine. Je ne les ai pas notées, mais voilà, il y a des chevaux qui ont survécu. Le dernier cheval qui est présenté a survécu avec des valeurs assez élevées, d'autres des valeurs un petit peu plus faibles. Donc c'est vraiment un facteur d'exposition. On ne peut pas se contenter de doser l'hypoglycine dans le sang et de se dire, voilà, c'est grave. Enfin, non, on ne peut pas porter de conclusion en termes de pronostic là-dessus. Comme vous l'a dit Dominique, pardon, l'élément toxique, c'est le MCPA. Donc l'hypoglycine est un précurseur. Une fois métabolisé par le foie, c'est le MCPA qui lui devient littéralement toxique.
Ce petit graphe, je vous rassure, on ne va pas le détailler, c'était juste pour expliquer que dans les premières publications, 2013 en l'occurrence, on détectait le MCPA. On n'était pas encore capable de le quantifier, simplement de le détecter. Donc les premières investigations, c'était est-ce qu'il y a du MCPA ou pas, hein, dans le sang des chevaux. À cette époque-là, il n'y avait pas non plus, on n'avait pas de standard, hein, donc on était incapable de le quantifier. Il faut faire un tout petit peu de cocorico. On a été, je veux dire, en France et en Belgique, avec Dominique, on a été précurseur pour synthétiser expressément du MCPA pour pouvoir effectuer le dosage, pouvoir quantifier le fameux MCPA dans le sang des chevaux, maintenant commercialisé. Donc c'est pas une compétition non plus, hein, mais différents labos en Europe, en États-Unis, maintenant, sont capables aussi d'utiliser ce standard pour quantifier précisément le MCPA dans le sang des chevaux. Publication donc issue des travaux de Dominique également, qui a montré que les concentrations de MCPA carnitine, donc le fameux métabolite toxique, je dirais, dans le sang, ces concentrations sont élevées et significativement plus élevées que chez les contrôles, puisque effectivement on ne trouvait pas du tout de MCPA chez les chevaux contrôles. MCPA carnitine me permet d'enchaîner, je dirais, sur les acylcarnitines. Dominique en a déjà touché un mot, hein, puisque le MCPA intervient dans le métabolisme justement des lipides, et donc sur les différents profils d'acylcarnitine. On voit que l'ensemble des acylcarnitines, donc les courtes, moyennes, longues chaînes, on observe des variations, des perturbations, des augmentations pour les concentrations des différentes acylcarnitines. C'est très très marqué, hein, vous pouvez voir les valeurs, c'est assez spectaculaire pour ce qui est des courtes, des chaînes courtes d'acylcarnitine. On retrouve donc, si on reste sur notre démarche d'acylcarnitine, on retrouve le tout premier papier, hein, qui est issu des travaux de Dominique, où avec cet intérêt, donc le diagnostic étant posé, hein, on a d'un point de vue analytique, on a le facteur de risque, on a quantifié le MCPA. Qu'en est-il du pronostic? Donc encore une fois, en comparant donc, des chevaux contrôle bien sûr, des chevaux ayant survécu et des chevaux n'ayant malheureusement pas survécu, avec des chiffres encore une fois fort respectables. Hein, les choses s'incrémentent avec le temps, mais fort respectables à ce moment-là. Donc des valeurs qui peuvent être plus élevées, significativement différentes entre les groupes pour les différents éléments. Et ce qui nous amène vous avez vu, toute une série, tout un panel d'acylcarnitine qu'on est capable de doser. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est les mêmes résultats, mais présentés de façon graphique. Vous voyez en haut à gauche l'hypoglycina, une énorme superposition quelque part. On ne va pas rentrer dans les détails des stats, mais vous voyez une très belle superposition des deux graphes donc en haut à gauche, qui montre qui rappelle qu'on ne peut pas utiliser l'hypoglycine à lui tout seul comme étant un signe pronostic, hein, de survie ou pas. Les trois autres éléments, c'est donc des acylcarnitines issus de quelque part de chaque groupe court, moyen et longue chaîne. Hein, et vous voyez que chez les chevaux n'ayant pas survécu, les valeurs peuvent aller beaucoup plus haut, hein, et il y a beaucoup moins de chevauchement, hein, entre les valeurs obtenues chez les chevaux ayant survécu et n'ayant pas survécu. S'ensuit, suite à ça, on rentre dans les modèles mathématiques un peu plus compliqués, mais l'intéressant de ces modèles mathématiques, c'est qu'on peut rentrer toute une série de paramètres. Donc, bien sûr, ça a été fait, le travail de départ a été fait a posteriori, puisqu'on savait, on a travaillé avec des chevaux ayant survécu, n'ayant pas survécu, on le savait, et donc a pu être passé dans la moulinette toute une série de paramètres, des paramètres cliniques, des paramètres des analyses de laboratoire. On a parlé du calcium, on a parlé de l'hypoglycina, l'ensemble des acylcarnitines. Tout ça a été mis dans la moulinette pour trouver quelle est la formule mathématique qui permet de prédire au mieux, hein, la survie ou pas des chevaux. Et les trois éléments qui sont ressortis, c'est vraiment les trois acylcarnitines
hein, dont on vient de parler, donc la C2, courte chaîne, la C12 et la C18. Le calcium, hein, une hypocalcémie est un facteur de risque, hein, de ne pas survivre, quoi. Malheureusement, à lui tout seul, c'était un facteur intéressant. Passer dans la moulinette avec l'ensemble, il n'apportait, j'allais dire, pas suffisamment d'informations par rapport aux 3 fameuses acylcarnitines pour prédire cette survie. Et ce qui est extrêmement intéressant dans ce travail qu'a piloté Dominique, c'est que une fois le modèle mathématique mis au point sur les cas qui sont arrivés via l'Université de Liège, via le RESP, cette formule a été confrontée à des cas totalement indépendants de ceux qui nous étaient passés entre les mains, hein, donc des cas issus de la bibliographie, des cas issus des partenariats, avec cette très bonne prédiction dont Dominique vous a parlé, hein, donc prédiction de survie ou prédiction de décès. Donc, j'allais dire, scientifiquement parlant, un travail extrêmement robuste qui a été fait. Donc, pratiquement parlant, on l'a vu, il y a donc différents types d'investigations qui sont faisables. Aujourd'hui, j'ai un gros problème, et il faut bien que je vous le dise, c'est qu'au laboratoire, on est parfaitement capable de doser le MCPA, parfaitement capable de doser ces acylcarnitines, et donc parfaitement capable de vous dire, voilà, il y a une forte probabilité de survie ou pas. Mon gros problème, c'est le délai. Les chevaux sont vus sur le terrain. Au mieux, ils doivent bien parvenir par la poste. Alors, je ne vais pas faire de publicité, mais il vaut mieux Chronopost ou l'équivalent que... Hein, donc, plus tôt on le reçoit, plus tôt on peut travailler, mais au moins 24 heures d'acheminement. Le dosage nécessite des outils. Alors, on n'en a pas parlé, mais c'est de la chimie fine, de la chimie analytique. C'est des grosses bécanes qui coûtent une fortune. Les analyses, pour l'instant, prennent un peu de temps. Donc, même si on est capable potentiellement de rendre un résultat analytique sous 24 heures, c'est-à-dire qu'il y a au moins 48 heures qui s'est passé. Donc, et ça nous arrive, et je suis désolé, mais j'ai l'honnêteté de le dire, ça arrive qu'on appelle, ils vont dire, il y a une forte probabilité que le cheval meure. Bah oui, il est mort. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, mais personne ne peut faire mieux, je veux dire, c'est pas n'importe quel labo, de toute façon, il faut bien acheminer les... Donc, vous vous doutez bien que parmi les nombreuses idées, les nombreux travaux qui sont en cours, il y a aussi celui de trouver un moyen d'avoir des analyses faites plus rapidement ou différemment. Juste 2 petits mots pour conclure, et après je vais conclure cette partie et je vais redonner la parole à nouveau à Dominique. On a insisté dessus, on ne le fera jamais assez. Il faut effectivement communiquer, il faut transmettre les suspicions, transmettre les cas au RESP, à la MAG en Belgique, en tout cas, transmettre les informations, parce qu'on a pas mal de projets en cours. Il y a eu une question tout à l'heure sur une prédisposition génétique ou pas. Dans les prélèvements qu'on demande dans le cadre des alertes RESP, il y a un tube qui est destiné à de futures études, de futures investigations en génomique, donc du screening large spectre, je dirais, pour essayer de trouver des facteurs justement de résistance à la maladie ou de sensibilité à la maladie. Différentes thèses sont en cours. On en a une en co-tutelle entre Liège et Caen, donc entre Dominique et moi-même. Clovis est présent dans la salle ici, en partenariat avec Pommier Nutrition. Voilà, on a un projet en cours qui cherche aussi à trouver d'autres éléments, d'autres biomarqueurs. On fait un screening large en métabolomique, en génomique, donc un screening complet pour essayer de trouver d'autres éléments de prévention, voire de diagnostic, si jamais au final ça arrive aussi à être plus rapide que les méthodologies actuelles. Donc il y a ce qui vous a été présenté aujourd'hui et il y a tout le reste qui est en cours et qui permettra de faire toujours mieux. Ce qui m'amène, donc pratiquement parlant, quand les suspicions passent, sont déclarées au RESP, passent par le RESP, je vous le dis, voilà, on est au laboratoire, et puis il y en a d'autres, on va y venir tout de suite. On est capable de doser MCPA carnitine, on est capable de faire l'ensemble des acylcarnitines. Si la déclaration passe par le RESP, le profil dit pronostic, donc MCPA carnitine et les trois acylcarnitines pertinentes,
Ces investigations-là sont prises en charge à 50% par le RESP. On demande d'autres tubes, en plus, j'allais dire, de ceux strictement nécessaires à ces analyses-là, pour justement incrémenter notre échantillotech. Dominique l'a dit, il faut déclarer les cas, il faut les documenter. Il faut aussi des échantillons. On a besoin d'une échantillotech pour travailler, et essentiellement aussi au laboratoire, in vitro, comme vous l'a dit Dominique. En France, on est les seuls à doser ça, c'est pour Cocorico, mais voilà. Il y a en Angleterre, pour le dosage d'hypoglycina, par exemple, il y a aussi des choses aux États-Unis. Je vais être franc aussi, on ne fait pas au labo aujourd'hui le dosage d'hypoglycina, ni dans le sang, ni dans les végétaux. On a pris, le problème par l'autre côté. On a commencé par travailler par le MCPA. Donc, si vous voulez doser le MCPA, Angleterre, avec le coût et les délais qui vont avec, hein, ou dans le cadre de la recherche, effectivement, le labo partenaire de Dominique en Belgique est capable de le doser. Donc, voilà. Encore une fois, il y a cette distinction recherche et clinique, mais on a besoin des cas aussi pour faire avancer la recherche. Et si ma mémoire est bonne, ça doit être... Oui, les compagnons de pâture. On a besoin de sang des compagnons de pâture. Donc, quand il y en a, pensez, s'il vous plaît, alors il faut autorisation pour peu que le compagnon ne soit pas du même propriétaire, voilà, il faut obtenir l'accord, mais on a besoin de sang, les mêmes tubes de sang, exactement les mêmes que pour les cas. On a besoin des compagnons de pâture qui vont nous aider justement à déterminer des facteurs de résistance ou ce genre de choses. Donc, pensez réellement voilà, à prélever les compagnons de pâture. Les analyses qu'on fait pour eux sont faites dans le cadre de la recherche, donc voilà, il n'y aura pas de résultat immédiat, il n'y a pas non plus de coût qui va avec. Ces chevaux-là seront incrémentés dans l'échantillothéque. Voilà. Oui, je t'en prie. Merci pour ta présentation. Une question à propos de la stabilité de tous ces composants dans les tubes de sang, parce que même en faisant appel à des transporteurs soi-disant performants, on a quand même régulièrement des soucis d'acheminement pour les prélèvements biologiques. Donc, est-ce qu'il y a eu des études de fait ou est-ce qu'il y a une limite en fait pour considérer que le prélèvement n'est plus utilisable? Alors, je manque un peu je manque de recul pour dire au-delà de, j'en sais rien, moi, 48 heures. Donc, je vais faire une vraie réponse de Normand. Le plus vite, le mieux. Hein, le plus vite, le mieux. Et comme pour tout le reste, s'il y a moyen de mettre un petit pain de glace dans la boîte, c'est pas plus mal. Hein. Donc, voilà, conditions parfaitement idéales. L'ensemble des tubes, un petit pain de glace, chronopost ou équivalent. Je ne fais pas de publicité, mais du moment que ça arrive vite, tout le monde a intérêt et besoin à ce que le prélèvement arrive vite. De toute façon, tout est tracé au laboratoire. Un prélèvement qui met 3 jours à arriver, on va faire l'analyse, on la rendra sous réserve vraisemblablement. Et dans nos investigations ultérieures avec Dominique, on a la trace que l'échantillon en question a mis 3 jours. Donc, je vais dire, on pourra bientôt, 1, répondre à ta question, et 2, au passage, sachant répondre à ta question, savoir si on doit exclure un certain nombre d'échantillons arrivés trop tard, pour ne pas effectivement biaiser nos travaux et la suite. Merci. J'ai une question derrière, puis après. Mais viens, Dominique, viens. Ne fais pas ta timide. Déjà, encore une fois, merci et bravo pour ce que vous faites parce que je trouve ça assez étonnant et je tenais à le redire. Enfin, ça fait vraiment avancer les choses. Et j'ai 2 questions courtes. La première est très pratique, c'est que nous, on a nos propriétaires de chevaux qui sont tous à moins de 3 heures de route de chez toi. Je pense qu'avoir les résultats très rapidement peut changer clairement la donne et on en a probablement au moins 50% qui sont prêts à faire un aller-retour pour te déposer les tubes. Est-ce que tu as besoin d'être prévenu, le cas échéant, que des tubes vont arriver? Oui, c'est un élément extrêmement... je ne vais pas vous retracer l'organigramme du labo, hein, mais clairement, c'est Marie-Pierre, mon assistante de recherche, qui est dans la salle, qui fait ces analyses-là. Il y a une suppléance qui est prévue, mais c'est Marie-Pierre en première ligne. On a aussi besoin, je vous l'ai dit, c'est les dosages qui se font sur les appareils de chimie, sur un LCMS. On en a plusieurs au labo, mais le dosage n'est pas validé sur toutes. Donc il faut aussi que l'appareil, si l'appareil est déjà lancé pour une série de 6 heures, on ne peut pas arrêter. On peut pas arrêter. Bon, néanmoins, et puis Marie-Pierre va faire des bons si je me trompe, on s'engage à répondre sous 24 heures. C'est ça? Oui. Si l'appareil est libre, si le prélèvement nous arrive... Ça peut arriver qu'on réponde le soir. Mais là, je vais me faire taper dessus. Voilà, mais en tout cas, on s'engage. Mais, comme je l'ai dit, 24... Alors, dans ton cas, c'est effectivement, on gagne du temps, mais
voilà, un prélèvement qui vienne plus loin, si ça passe par le transport, 24 plus 24, 48, et on est très borderline, mais nous prévenir, oui, s'il vous plaît, clairement. Juste ma deuxième question. Depuis les premiers cas, nous on a des cas depuis le tout début, on a des machines de biochimie, on avait quasiment la possibilité que de faire des panels complets. Et on a quasiment eu de manière systématique, sur les chevaux malades comme sur les chevaux en copâturage, des augmentations de gamma GT modérées et qui n'augmentent pas avec les enzymes musculaires. Ce que je veux dire, c'est que c'est jamais très élevé, mais par contre, ça a l'air d'accompagner l'augmentation des enzymes musculaires. Et on retrouve ça également sur les chevaux en copâturage. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expliqué ou étudié ou qui est corrélé à quoi que ce soit? Je vais faire un début de réponse et je vais me retourner vers Dominique. Est-ce que par hasard, enfin, je sais que les chevaux en myopathie atypique en général gardent bon appétit, mais pour peu que qu'ils mangent pas ou peu, dans les heures précédentes, ça peut. Enfin, on a déjà remarqué que c'est quelque chose qui peut assez rapidement faire bouger les gamma GT. Après, l'hypoglycina est métabolisée dans le foie. Est-ce qu'il peut y avoir une association? C'est là où je me retrouve avec Dominique. À part ce tout petit lien-là, moi aujourd'hui, j'ai pas plus de recul que ça. Est-ce que d'autres ont constaté ça? Est-ce que ça peut être technique par rapport à notre méthode de dosage? Non, oui, on l'a vu aussi. Maintenant, c'est vrai qu'on ne s'est pas super arrêté à ça, d'autant plus qu'on a un petit peu parti sur les acylcarnitines, où là, on a quand même vraiment des choses très intéressantes. Et comme on a eu beaucoup de cas cet automne et la chance d'avoir surtout des doctorants et des gens qui vont sur le terrain prélever, ça reste quand même très très solide, à la fois en termes de pronostic de survie. Bien sûr, c'est pas 100% juste, hein, mais en général, c'est quand même assez robuste. Et aussi en termes de prédiction, c'est-à-dire on a eu des chevaux qui étaient cliniquement sains avec des acylcarnitines qui bougeaient et puis qui sont tombés dans la maladie. Donc je pense que ça, c'est vraiment peut-être plus exploité, mais ce n'est pas disponible actuellement pour test de laboratoire classique. Moi, j'ai une question à Éric Richard. Est-ce que tu peux nous détailler le profil pronostic? C'est-à-dire, vous nous répondez que sous quelle forme et avec quels sont les taux qui donnent un pronostic favorable où il faut continuer le traitement Alors, pour l'instant, alors ça fait pas très longtemps qu'on l'a mis en place, mais on rend les valeurs obtenues, les valeurs brutes. Donc, on n'a pas inclus dans le compte rendu les résultats de la fameuse équation qui dit il a tant de pourcents de survie ou pas. Je me sens moi assez mal à l'aise de l'écrire sur un papier. Aucun problème. Hein. On s'appelle, on discute de ça, mais sur le papier qui est envoyé aussi bien aux propriétaires qu'aux confrères, moi je suis assez mal à l'aise de l'écrire. Si je peux te donner une info, je suis assez d'accord avec Eric parce que d'abord, l'idée du pronostic de survie n'est peut-être pas de pousser à l'euthanasie, mais à l'inverse, de se dire on peut essayer. On peut essayer d'autant plus qu'il n'y a pas de signe de souffrance. La souffrance évidente, je ne dis pas que les chevaux ne souffrent pas quand ils sont en myopathie atypique, mais en tant que vétérinaire, vous avez des chevaux qui souffrent de myopathie d'exercice. C'est beaucoup plus douloureux visiblement, ça paraît plus douloureux en tout cas que ce que l'on a en myopathie atypique. Je vais vous montrer d'autres images brièvement. Donc, c'est plutôt encourager les gens à au moins attendre les 3 jours parce que potentiellement, si le cheval ne souffre pas trop, d'autant plus que ici, ces pronostics de survie, ils sont quand même faits avant tout traitement, un peu comme si tout était plié. Même si dans 30 secondes, je vais vous dire que traiter un cheval augmente ses chances de survie, mais néanmoins, l'idée du pronostic de survie, c'est plutôt d'encourager les gens à ne pas renoncer quand il est plutôt positif. Et pour nous, ça peut être un moyen d'évaluer l'efficacité d'un traitement. C'est-à-dire que si on a un animal qui a un pronostic de survie très mauvais et qu'on lui donne un traitement et qu'au bout du compte, il survit, alors on peut peut-être se dire qu'on a réussi
renverser la vapeur. Mais pour les données, en tout cas du laboratoire, puisque comme c'est fait avec une autre méthodologie, je pense qu'il faut, sur les cas reçus par le laboratoire, qu'on confronte notre modèle à vos analyses et qu'on voit si c'est bien vérifié. Nous, sur nos cas, ça reste bien robuste. Maintenant, il faut qu'on confronte nos résultats respectifs. Un labo, une méthodologie n'en est pas une autre. Effectivement, une méthodologie ou un appareil n'est pas équivalent à l'autre. D'une LCMS à une autre, il y a des adaptations à faire. Donc effectivement, l'équation mathématique est issue des dosages faits à Liège. Donc on est en train de vérifier au passage si l'équation doit être adaptée. Les acylcaritines restent les mêmes, ça, il n'y a pas de doute. Mais effectivement, on est en train de valider si l'équation doit être modifiée pour rester sur la même qualité de pronostic. Est-ce que je peux faire un tout petit commentaire sur l'histoire des enzymes hépatiques ou des GGT élevés pour répondre à Anthony? On a quand même beaucoup de chevaux qui vivent au pâturage et qui sont parfaitement sains, qui ont des augmentations légères à modérées des GGT. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une corrélation avec cette maladie? On n'en est pas certain. Il y a probablement d'autres plantes, d'autres toxiques ou des variabilités individuelles qui sont assez grandes. La deuxième réflexion vis-à-vis de ça, c'est que sur des effectifs auprès où il y avait un cheval qui avait des enzymes hépatiques particulièrement augmentées, ou alors seulement les GGT, parce que c'est plus souvent les GGT seuls, on s'est amusé à faire des dosages dans plusieurs laboratoires juste pour comparer en fait sur le plan de la fiabilité des dosages. Et là, c'est Eric qui peut sûrement, qui est plus compétent que moi pour répondre, mais c'est absolument incroyable les variations qu'on peut obtenir entre la chimie sèche, la chimie liquide, donc notre petit laboratoire d'urgence, et puis le gros labo de l'école Veto. Et ça serait peut-être même différent si on prenait le temps d'envoyer le prélèvement chez Eric, sachant qu'il y a le délai de transport, et même si c'est une molécule stable, enfin en tout cas la GGT est stable, on avait quand même des variations qui étaient extrêmement impressionnantes. Donc, ouais, donc je pense que finalement, pour le moment, on ne sait pas grand-chose de cette corrélation. Probablement. Rapidement. Je voulais voir l'intérêt aussi du dosage de la myoglobine. Est-ce que ça a un intérêt par rapport au CK ou c'est de la même valeur? Juste une chose, c'est qu'il y a un labo qui fait ça et je me suis aperçu qu'en valeur pronostique, j'ai eu un survivant. Celui-là a baissé sa myoglobine très 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 rapidement alors que ses CK et ses enzymes hépatiques sont restés élevés très longtemps, quoi. Oui. Je pense que la problématique de la myopathie atypique, et c'est ça la difficulté de remettre ça en lien avec les CK ou le taux de myoglobine, c'est que finalement, avoir, j'ai envie de dire, 10 kilos de muscles de la posture qui sont détruits, ça va pas tuer le cheval. Mais par contre, avoir la même chose en muscles respiratoires, ça c'est important. Et pareil au niveau du cœur. Donc c'est un peu la difficulté de ces marqueurs. Et c'est ce qu'on a vu avec certains chevaux qui restent debout ou d'autres couchés. Donc, et le taux de myoglobine, ou bien visuellement les urines. Donc on a eu des cas parfois qui sont morts alors que les urines étaient redevenues claires. Et l'inverse est vrai aussi. Donc voilà, je pense que c'est pas un... Alors, je vais très rapidement en parler du traitement. Donc il n'existe pas d'antidote, hein, donc faut-il traiter? Donc on a été très pessimiste en disant que plus de 75% des chevaux mouraient, mais ça veut dire qu'il y a aussi des survivants. Et de nouveau, même si les choses ont l'air bien pliées, je vais dire, à la première prise de sang, sur une étude réalisée sur 350 cas européens, les chevaux qui avaient reçu un traitement, et le traitement c'était de façon générique des vitamines et antioxydants, avaient plus de chances de survie. Alors quels chevaux traités? Peut-être ceux qui ont déjà un pronostic un peu plus favorable. Alors, le traitement, je crois qu'on doit vraiment l'envisager en fonction de la situation. On ne va pas pouvoir mettre en œuvre la même chose en milieu hospitalier que sur le terrain, et il y a aussi des mesures à prendre pour les conditions de pâture.
Et donc, pour les propriétaires, quels sont les premiers gestes, en tout cas, qu'on peut faire? C'est, en attendant le vétérinaire, déjà récolter les urines. Ça, ce sera vraiment un outil important. Et puis, il ne faut pas contraindre le cheval à bouger, mais néanmoins, pour éviter des situations difficiles où le cheval est couché dans de la boue, etc., si le cheval se déplace encore, il faut aller le mettre dans un endroit où on va pouvoir se coucher, où il sera au chaud, etc., ou directement le faire monter dans un vin, tout en sachant que c'est une myopathie. Et donc, tout ce qui est lié à l'effort, c'est quand même pas positif. Donc, il faut vraiment balancer en fonction des conditions du terrain et penser tout de suite aux compagnons de pâture et donner déjà ce qu'on sait être des facteurs positifs comme les vitamines et les antioxydants. Alors, ça, c'est un tableau qui est dans les minutes de l'AVEF à Deauville. Ça date de 2013, mais finalement, les conseils qui sont repris dans ce tableau-là sont encore toujours valables dans l'absence d'un antidote. Donc, je vous disais, toutes les publications sont sur le site institutionnel. Si vous faites une demande, c'est comme donner un reprint, donc vous pouvez faire une demande pour avoir copie de ça. Et donc, les informations sont données en considérant les 3 cas de figure, un milieu hospitalier, terrain ou compagnon de pâture. Et dans les compagnons de pâture, ils sont soumis au risque. Ils risquent de faire la myopathie atypique. C'est vraiment, sur eux, il faut mettre un peu d'énergie. Il faut savoir que jusqu'à 2 à 3 jours, jusqu'à même 4 jours après, un cheval rentré au box peut encore déclencher une myopathie atypique. Donc il y a vraiment une surveillance un peu plus rapprochée. C'est une période pendant laquelle on ne va pas leur demander des dépenses énergétiques nouvelles. Alors, les chevaux parfois restent debout. Je vous donne quelques conseils plic-ploc. Franchement, je vous invite à demander ce procéding-là. Dans ceux qui restent debout, ça vaut vraiment la peine de les aider à soutenir leur tête, parce que sinon ils peuvent avoir un œdème de la face extrêmement important qui peut être finalement la source de la mort par asphyxie. Donc il faut les aider. Alors, brièvement, forcément réhydrater, parce que aussi perfuser, c'est favoriser l'élimination de la toxine. Mais les chevaux ont souvent des difficultés pour uriner, donc si vous pouvez, il faut cathétériser la vessie. Donc de nouveau, ça c'est l'urine d'un cheval. Les chevaux en myopathie atypique ont des difficultés de vidange vésicale, et ce qui peut parfois donner des signes de colique. Et on a pas mal de chevaux qui arrivent à la clinique avec comme diagnostic colique, et puis qui in fine deviennent des myopathies atypiques. Alors, est-ce que le fait de faire une colique, puisqu'il y a toute une dépense énergétique associée, précipite un cheval en myopathie atypique, ou est-ce que c'est des signes de souffrance abdominale parce qu'il y a des problèmes liés à la myopathie atypique? C'est difficile de dire. Donc, c'est un déficit énergétique, mais néanmoins, il s'est encore utilisé certains substrats. Donc, si le cheval mange et sait déglutir, parce que parfois, ils ne savent pas bien déglutir, eh bien, il faut donner de la nourriture. Et contrairement aux myopathies d'exercice, on ira plus vers des aliments riches en sucre et pas en lipides, comme on ferait pour les myopathies d'exercice, des perfusions de sérum glucosé. Alors voici ici un cas. Nous on met aussi les chevaux sous oxygène. Alors certains chevaux pédalent, mais c'est pas la majorité. Souvent ils sont quand même relativement calmes, comme celui-ci. C'est un poulain, il a 18 mois je pense, et vous voyez, il n'est pas du tout déconnecté de son milieu. De temps en temps, il a des crises de panique comme ça, donc il pédale un peu parce qu'il veut se relever et il n'y arrive pas. Les muqueuses sont rouges. Ça, c'est assez spécifique, je veux dire, de la myopathie atypique. Ce n'est pas des muqueuses cyanosées, c'est souvent des muqueuses comme ça, rouges. Donc on a mis un filet pour pouvoir bien garder le tube d'oxygène.
Là, on vous montre sa respiration. Hein. Donc, lorsque la respiration devient plus dyspnéique, c'est souvent des signes de dégradation. Celui-là, malheureusement, est décédé. Évidemment, le tétanos fait partie du diagnostic différentiel, hein, mais généralement, ils ne sont pas spastiques. Voilà, parfois, on peut avoir un peu des signes cliniques, enfin des images un peu différentes. Perfusion, évidemment. Essayer de donner le maximum de confort au cheval. Et alors, faut dire que ça reste quand même problématique. Je vais vous montrer la photo de la prairie de ce cheval. Donc voilà, vous voyez une prairie quand même assez riche. Alors évidemment avec des samars, une grande prairie. Et là, on a été prélever tous les chevaux qui étaient compagnons de pâture, tous cliniquement sains. Jeunes chevaux, hein, pas forcément tous faciles à attraper, hein, entre 2 et 3 ans. Il y avait juste un qui était un petit peu moins en forme. Et en fait, on a dosé les acylcarnitine. Ils étaient tous à un pronostic de survie de 99%, sauf un. Il était à 60%. Et bingo, c'est justement celui-là. Il n'a pas fait la maladie. Hein, et donc, voilà, ils ont tous reçu des injections de vitamines. Ils ont tous été changés de prairie. Donc, voilà, ça nous réconforte en tout cas dans l'intérêt des acylcarnitines. Alors, paraffine ou charbon de bois, ça reste toujours une question. Il faut savoir que les chevaux, quand ils font leurs signes cliniques, les malades, ceux par exemple qui meurent très rapidement, si on ouvre l'estomac à l'autopsie, en général on ne retrouve rien. Donc moi je pense que pour les chevaux qui sont en signe clinique, c'est déjà trop tard de venir avec ça. Alors, bon, l'intérêt éventuel, peut-être pour les compagnons de pâture, ça reste à déterminer. Le charbon de bois, apparemment, absorbe quand même la toxine, mais je reste quand même dans l'idée d'un processus un peu d'accumulation chronique avant les signes cliniques. Donc, voilà, je n'ai pas de réponse ferme et claire là-dessus. Je pense que ça a besoin d'être étudié. Par contre, les vitamines, oui, ça c'est important, surtout la vitamine B2. Alors, celle-là, on sait qu'elle est vraiment importante dans le processus pathologique. Alors, dans les questions qui avaient été posées dans le passé pour savoir ce qui pouvait être favorable à la survie, était ressortie l'administration de vitamines et d'antioxydants, parce que généralement, ce sont des cocktails de vitamines que vous avez et d'antioxydants. Donc, avec ce questionnaire-là, on n'a pas su extraire une vitamine en particulier ou un antioxydant en particulier. Maintenant, Clovis réfléchit, hein, doctorant sur le processus pathologique. Les vitamines sont intéressantes pour lutter, mais peuvent aussi participer au métabolisme du toxique. Donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Et dans un premier temps, la vitamine B2, là, on est plutôt sur un a priori positif. Donc, s'il y en a une à faire, c'est celle-là. Alors, je sais qu'on est vraiment pris par le temps, donc on va s'arrêter là. Mais pour ne pas que vous soyez sur votre faim, je vais rappeler que vous pouvez consulter des articles. Certains, à partir du moment où je suis co-auteur, je peux vous les transmettre. Si je ne suis pas co-auteur, je ne peux pas vous les transmettre, mais vous pouvez les trouver. Je pense que dans le proceeding, j'avais mis des références. Avec la gestion clinique des chevaux. Et celui-là, le plus récent, il a été fait par Cornélie Westermann et qui reprend les bases théoriques des traitements des myopathies atypiques. Celui-là, je ne peux pas vous le fournir parce que je ne suis pas co-auteur, mais vous le trouverez dans la littérature. Je pense que c'est vraiment fort intéressant. Donc, je suis à Madia de fin parce que je sais qu'on est tenu par le temps et je voudrais vraiment remercier le RESP et toutes les forces vives qu'il y a derrière et pareil avec l'IFCE qui ont été vraiment à la source des premières aides pour la recherche sur la myopathie atypique. Alors la bonne nouvelle, c'est que finalement, on a réussi enfin à avoir des doctorants. Donc, il y a plusieurs personnes maintenant. C'est vraiment une vraie équipe qui travaille là-dessus. Et donc, ça avance.
Malheureusement, il y a des cas, mais tant qu'à faire, autant qu'il y ait des cas maintenant, qu'on a des doctorants, qu'on puisse essayer d'avoir des informations. Donc, aidez-nous en déclarant vos cas, surtout maintenant parce qu'on a des doctorants et que donc on peut aller plus loin dans la connaissance. Et après, on essaiera de trouver une solution pour faire une météo du risque, pour que vous ne soyez pas obligés de déclarer les cas et que ce soit nous qui vous disions attention, il y a risque, et plutôt que ce soit basé sur votre déclaration. Donc merci à tous les intervenants que j'ai mis ici en dessous qui collaborent au projet dans sa globalité. Voilà. Bon, un grand merci à vous deux et à Dominique pour ce travail qui dure depuis de nombreuses années, mais comme quoi la recherche, ça paye. Voilà. Donc, je vais vous demander de rester encore un tout petit moment assis. Nous allons vous présenter une équipe de vignerons et d'éleveurs de chevaux qui travaillent dans les vignes avec les chevaux. Donc, il s'agit de Timothée Strobel, le viticulteur, et de Jérôme de Jurier, l'éleveur. C'est bien dit? C'est bien dit. Vous parlez dans les micros. Bonjour, on n'a pas trop l'habitude de parler devant des assemblées comme ça, on est un peu plus à l'aise dans nos vignes. On nous a demandé de venir un peu pour partager avec vous notre métier. Donc là, on est plus là pour parler des chevaux en bonne santé que de ceux qui sont malades. Je ne sais pas trop quoi dire. On va y arriver. Donc voilà, moi je suis vigneron, je m'appelle Timothée, donc je suis vigneron tout près de Reims, et donc j'ai 2 chevaux de trait depuis quelques années, pour la simple et bonne raison que moi je m'y retrouve mieux à travailler avec des chevaux que de travailler avec le tracteur. Dans la mesure du possible, on est toujours mécanisé à la maison parce qu'on a du mal à se passer quand même des outils modernes. Mais disons que le cheval nous apporte beaucoup plus de richesse au niveau de notre travail, dans le sens où, agronomiquement parlant, on a des sols qui sont beaucoup moins tassés avec des passages répétés au cheval plutôt qu'avec le tracteur. Et puis je dirais que ça a un peu modifié aussi le rythme de travail qu'on pouvait avoir, où le matin quand on part avec une machine, on sait qu'on a tant d'heures pour faire tant d'hectares, et donc les choses sont assez précises, on met du gasoil dedans et c'est parti. Avec le cheval, il y a tout ce qui est en amont avant de commencer à travailler, toute la préparation du cheval. Et puis je dirais que le cheval n'est plus un outil de travail, mais ça devient vraiment un collègue en fait. Voilà. Donc socialement, ça a aussi beaucoup modifié la vie de l'entreprise. Voilà. Je sais pas, après, si vous avez des questions, c'est plus facile. Voilà. J'ai 3 hectares. Voilà, c'est un domaine suffisamment petit. Aujourd'hui, avec 2 chevaux, on arrive à se débrouiller sur 3 hectares. Quoi. Voilà, bonjour. Donc moi, je suis passionné d'Ardennais, éleveur de chevaux de race ardennaise, pour soutenir un peu notre race chez nous, parce que je suis d'Orbel-Abbaye dans la Marne. Et je suis donc prestataire de service maintenant depuis 8 ans pour les vignerons. Donc je travaille avec mes chevaux, je fais naître et je vends aussi mes chevaux, comme j'ai fait avec Timothée. J'ai vendu donc celui qu'on voit sur la photo, c'est Bijou, et celle qu'on voit après, c'est Kino, de 2 bons Ardennais. Donc je travaille toute l'année, en gros, à peu près 7-8 mois de l'année fort dans les vignes et un petit peu en forêt, aussi avec les Ardennais, mais là on parle que de la vigne aujourd'hui. C'est pour vous dire la rentabilité de mes chevaux sur l'année, quoi. Alors, on a plusieurs méthodes de travail. Alors là, je pense que c'est un charutage à l'intercept, c'est-à-dire l'intercept, c'est de passer entre chaque pied comme ça,
avec l'outil. C'est comme des pattes de pingouin, comme ça nettoie ça nettoie le sol. On griffe aussi. Alors griffage, c'est du travail en plein. Là, on ne le voit pas trop bien sur la photo, mais je pense que c'est sur l'intercept. Donc c'est du travail en plein, griffage. On fait du butage aussi. Là, c'est la pleine période du butage en ce moment. C'est-à-dire qu'on couvre les pieds, les jeunes pousses, hein, un peu. Ce qu'on pourrait rajouter sur le butage, ça fait crever l'herbe aussi. C'est vraiment recouvrir l'herbe. Le butage, c'est vraiment recouvrir l'herbe en fait pour la forcer à crever, quoi. Voilà. Sans désherbant. Voilà. Et puis aussi, la dernière chose qu'on fait aussi cette année, là, enfin à cette période-ci de l'année, pardon, c'est le sous-solage. C'est-à-dire, vous imaginez un gros coutre qui rentre dans le sol à 7-8 cm de profondeur et qui va permettre à la pluie de descendre dedans et au gel de faire son travail. C'est-à-dire que ça va péter la terre et au printemps, on a une terre un peu plus souple. Voilà, ça c'est nos 4 fonctions principales avec un rythme toutes les 3 semaines. On démarre de février jusqu'à peu près fin juillet, avant la vendange. Puis après, il y a des personnes qui font la vendange au cheval, comme Timothée. Vous voyez en photo, voilà. Donc on peut aussi sortir le raisin avec nos chevaux, ça les rentabilise encore plus, quoi. On travaille avec eux le plus possible. Voilà, pareil, je vais dire comme Timothée, si vous avez des questions, posez-les, parce que je n'ai pas l'habitude de jacter devant tout le monde, moi, donc... C'est quoi le mode de vie de vos chevaux? Parce que j'ai entendu 3 fois le mot rentabilité, donc qu'est-ce qu'ils ont comme mode de vie? Ils vivent au pré, ils travaillent combien d'heures par jour? Juste pour avoir des informations sur leur confort de travail. Alors, moi, je travaille à l'ancienne, c'est-à-dire que mes chevaux sont à l'herbe l'été, nourris en supplément, bien sûr, quand ils bossent, hein, on est bien d'accord, rentrés en stall l'hiver, c'est-à-dire attachés, et sortis le plus possible. Et ça mange beaucoup de foin, un peu de céréales, parce que j'ai un petit peu de terre, donc mes chevaux sont nourris par l'exploitation, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'achète pas de granulés tout fait. Donc des minéraux en plus et des pierres à sel. Et le fait d'être en stall attaché, ça leur apporte quoi par rapport au box? Moins de boulot pour le bonhomme. Merci, j'avais compris. Alors. Un marché comme ça derrière les chevaux, vous pouvez travailler combien d'heures par jour? Grosso modo, moi personnellement en tant que prestataire, hein, j'attaque le matin à 6h30, 7h moins le quart, je rentre le soir à la même heure. Après, les heures effectives de travail sont de 8 à 10 heures, quoi, comptablement parlé. Après, tu as quand même plusieurs chevaux et tu les... Ah oui, j'alterne, hein, bien sûr, hein, pardon. Ouais. J'ai un camion, j'en mets plusieurs. Ah oui, vous avez vu comment il est taillé, quoi. Enfin, nous, à la maison, on travaille essentiellement par demi-journée, parce que voilà, moi, j'ai pas la carrure. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de commencer tôt le matin, enfin voilà, vers 6h30, 7h. On travaille jusqu'à midi, voire 13h, vraiment, quand on veut finir une vigne. Mais l'après-midi, on fait autre chose parce qu'on est... Enfin, moi, je suis au bout, quoi. Voilà. Et puis, pour les chevaux, c'est pareil, voilà, le fait de travailler que des grosses demi-journées, avec des petites pauses régulières. Bon, voilà, ils fatiguent pas non plus. Ils ont le temps de se remettre l'après-midi avant de recommencer leur journée de travail le lendemain. S'il vous plaît, vous n'avez pas peur qu'en nous rajoutant des céréales, votre cheval finisse par se décalcifier? Alors là, il faut demander au vétérinaire. Non, là, c'est une question, je ne saurais pas répondre. Hein. Moi, je connais ma partie. Après, on a toujours donné des céréales chez nous aux chevaux. Maintenant... Moi, je voulais vous demander, là vous travaillez avec des chevaux, c'est bien, mais est-ce que votre culture fait partie des bio, quoi? Non? Vous en êtes loin ou pas? Moi je suis vigneron en bio, ouais. Et puis Jérôme, je pense que tu travailles pour une grosse partie de... Principalement des bio, ouais. Des bio ou des raisonnés aussi, culture raisonnée. En bio. Voilà,
voilà, classique, quoi, je vais dire. Est-ce qu'il y a une vraie différence et en combien de temps vous voyez une différence avec une agriculture un peu plus classique comme ça et plus mécanique? Alors moi, je vais parler de la partie du sol et puis je laisserai Timothée parler de la partie rentabilité. Moi, je parle de ma partie à moi. Il y a une grosse différence, c'est que le sol est damé, si vous voulez. Donc ces vignes-là, elles ravinent beaucoup. La pluie ravine dessus, ça pénètre beaucoup moins bien qu'une vigne travaillée. Ça, c'est clair. Et oui, on a beaucoup de mal au départ à les détasser parce que nous, avec le cheval, on n'a presque pas de tassement et on n'a pas de vibration non plus dans le sol. Donc ces vignes-là, c'est tout l'inverse en fait. Il y a un énorme tassement et il y a de la vibration. Donc quand je reprends une vigne comme ça, oui, effectivement, moi, il me faut une bonne année pour arriver à... Oui, une année, ouais, en passant tous les 3 semaines. Là, c'est mon point de vue personnel en tant que prestataire. J'ai vécu beaucoup ça dans mes premières années, donc là, je parle vraiment du vécu. Après, la rentabilité de la vigne ou ce qu'il peut y avoir comme différence, je vais laisser parler Timothée. Parce qu'après, la question, c'était... Mais est-ce que c'est par rapport au plus du travail au cheval ou est-ce que c'est au plus par rapport au fait d'être en agriculture biologique? Plus d'être dans l'agriculture biologique. Oui. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la vigne? Ben, on a vraiment des... Enfin, j'allais dire, la différence entre un sol mort et un sol vivant, ça se voit quand même très très vite. En fait, j'allais dire, en 1 an ou 2 ans, on voit que la nature reprend ses droits et qu'on n'est plus en mode monoculture, mais qu'on a vraiment de la place pour tout le vivant, en fait. Voilà. Et enfin, on a une terre qui est plus noire. Enfin, après, c'est ça aussi qui est intéressant, le fait de travailler au cheval, c'est qu'en fait, on marche dans la terre qu'on travaille. Et donc, en fait, on se rend compte vraiment en marchant dedans des vers de terre, de la terre qui s'effrite, qui est noire. Et puis, on sent aussi on arrive à cartographier un petit peu nos parcelles dans le sens où on sent quand les sols sont durs, quand c'est fort tassé, quand c'est trop humide, Et du coup, on sait, j'allais dire, au bout de 3 ou 4 fois qu'on fait des passages dans les parcelles, on se rend compte que voilà, telle partie est plus compliquée à travailler, que telle autre va très bien. Enfin, et c'est très riche en fait d'enseignement de travailler avec le cheval. Pour ça aussi, c'est qu'on ressent tout physiquement aussi à l'œil, en marchant dedans et dans la force des bras, quoi. Ouais. Ça prend plusieurs années parce qu'en fait, ce qui se passe. Alors, j'intègre et le travail au cheval, mais pas que. Il y a aussi le fait d'être en bio. On a un système de production en fait qui est complètement différent du système traditionnel. Et du coup, il faut qu'on recrée un nouvel équilibre quand on passe les cultures en bio. Et du coup, voilà, pour ma petite expérience personnelle, voilà, moi, ça m'a pris une bonne dizaine d'années. Pendant 10 ans, j'ai eu des grosses chutes de rendement. Et aujourd'hui, voilà, j'ai des vignes, voilà, presque 15 ans après avoir mis tout ça en route. Aujourd'hui, j'ai des vignes pour moi, qui vont bien. Pour mes voisins, voilà, ça leur fait peur que j'ai des vignes comme ça. Mais bon, voilà. Et aujourd'hui, voilà, j'ai des sols équilibrés, j'ai des sols qui vivent. Alors, je produis pas beaucoup plus que ce qu'il faudrait. Voilà, mes produits, ma production me suffit. Et puis, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est que du coup, on a une concentration dans nos raisins qui permettent d'avoir des vins concentrés aussi derrière. Et on n'a plus, c'est pas juste un produit industriel avec beaucoup d'eau, mais il y a aussi plein de choses qui se passent et donc derrière dans les fermentations, dans tout ça. Et donc, voilà, pour moi, c'est une vraie richesse, quoi. Sans convertir tout le monde au bio, c'est pas ça la question. Est-ce que vous semez des intercultures entre les rangs? En fait, moi, j'ai semé tout au début quand j'ai commencé en 2002-2003, et puis j'ai fini par arrêter en me disant c'est plus simple en fait d'essayer de travailler avec la nature, et finalement l'herbe elle pousse d'elle-même, on n'a pas besoin de la semer. Donc après, voilà, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs manières de réfléchir à tout ça. Moi, aujourd'hui, je suis parti du principe qu'en fait, l'enherbement spontané, c'était pour moi ce qui est le plus intéressant parce qu'on a vraiment le sol qui parle de lui-même par rapport aux plantes qui poussent dessus, quoi. Voilà. Et ça permet aussi d'analyser des choses dans le sol par le simple fait que il y a telle ou telle plante qui viennent s'installer, pas d'autres, quoi. Oui. Est-ce que vous avez en surcoût dû à cette technique de production et en fait surtout du coup comment vous le valorisez? C'est via une promotion particulière sur vos vins, l'utilisation des chevaux, si c'est simplement le label bio et aucune publicité particulière sur l'utilisation d'un cheval?
En fait, moi très franchement, je suis pas un très bon communicant. Enfin, je pense que vous l'avez remarqué. Et j'allais dire, si je travaille au cheval, c'est vraiment pour moi, pour me sentir mieux dans mes pompes, à faire le métier que je fais. J'allais dire, d'être en bio, c'est aussi juste parce que j'ai toujours voulu travailler comme ça et pas autrement. Et après, aujourd'hui, je ne suis pas certifié depuis très longtemps. Je travaille comme ça depuis plusieurs années, mais je suis pas certifié depuis très longtemps. Et donc aujourd'hui, j'allais dire, je ne vends pas mes champagnes parce qu'ils sont bio. En fait, je les vends parce que ça plaît à des gens. Et je crois que c'est ça qui compte, en fait. Et après, en termes de coût, de rentabilité, un cheval, ça coûte pas très cher par rapport à un tracteur. Après, j'allais dire, c'est très gourmand en temps passé parce que le cheval travaille moins vite que le tracteur. Le cheval, il faut s'en occuper tout l'hiver, même quand il travaille pas. Il faut tout le temps s'en occuper, il faut tout le temps être là. Et donc c'est beaucoup de temps à passer. Mais après, en termes de coûts, on trouve l'équilibre parce que c'est pas des investissements colossaux pour pouvoir commencer à travailler avec, j'allais dire, avec 10 000 €, on peut travailler avoir le cheval, les harnais, la charrue, et puis avec 10 000 €, on est parti, quoi. Et vous trouvez facilement des